Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur 3DCF, la chaîne donc dédiée en particulier à la finance bien sûr, mais à l'accompagnement principalement sur DCG, DSCG et DEC également. Alors bon, après bien évidemment des semaines particulièrement mouvementées à accompagner beaucoup d'étudiants sur beaucoup d'UE, principalement dans mon cas sur l'UE de droit, l'UE de finance, l'UE de management, plutôt sur la partie contrôle de gestion, et l'UE de compta audit bien sûr, et un petit peu de MSI pour celles et ceux qui avaient des questions. Le temps est venu de faire un petit point méthode, je pense, avec tout le monde, sur la plupart de ces UE d'ailleurs, au passage. Alors, je vais laisser le cortège de vidéos en tout genre passer, bien sûr, avec toujours ce sacré acronyme, ce sacré nom très commercial qui est le nom de pronostic. Alors, moi, je n'aime pas du tout les pronostics, et d'ailleurs, je ne vais pas parler de pronostics avec vous. L'objectif, c'est plutôt de vous sensibiliser à quelques petits points méthodologiques, bien sûr, quand vous êtes face à vos épreuves. Alors, je vais surtout me concentrer sur forcément sur les 5 épreuves écrites que j'ai eu le plaisir soit de corriger, soit d'enseigner. D'accord, à tour de rôle. D'abord, je vais me permettre un petit cadrage général sur la façon dont vous devez, au plus possible, essayer déjà de gérer votre temps. Je vous rappelle que sur les épreuves qui sont coefficientées 1,5, vous avez 4 heures. Sur les épreuves qui sont coefficientées 1, vous avez 3 heures. Et en conséquence de quoi, une épreuve coefficientée 1,5, c'est donc 240 minutes. Et moi, j'aime bien rappeler que sur ces 240 minutes, vous avez à peu près 40 minutes de lecture. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, mais 40 minutes de lecture, c'est trop court. Non, c'est pas trop court. C'est trop long, pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce que c'était pas si problématique que ça? Parce que prenons l'exemple de la compta audit. Compta audit, c'est 240 minutes, 40 minutes de lecture complète du sujet, des annexes. D'accord. Et je ne parle pas de relecture flashouillage. D'accord. Il ne s'agit pas de vider votre comment ça s'appelle, votre stabilo dessus. Il s'agit principalement, au contraire, plutôt d'essayer autant que possible d'extraire sur une feuille séparée toutes les informations que vous jugez utiles et de faire confiance à votre cerveau, bien sûr, pour qu'il analyse la situation pendant ce temps-là. D'accord. Il s'agit aussi d'extraire des chiffres, peut-être de commencer à initier des calculs, de vous rappeler quelques petites définitions. Bref, quoi qu'il en soit, de faire un vrai travail de fond sur votre sujet, et ce pendant une quarantaine de minutes. Laissez donc les autres se précipiter à répondre, c'est pas le problème. Quant à flashouiller, comme j'ai toujours dit, ça sert absolument à rien, puisqu'à la fin, vous vous retrouvez à flashouiller tout ce qui est important, et en réalité, tout est important a priori. D'accord. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est vraiment d'isoler les choses pour pouvoir travailler à partir, bien sûr, de votre extraction des documents et des annexes à côté, bien sûr, sachant que vous aurez déjà démystifié une partie du travail. En extrayant ces 40 minutes de préparation, il vous reste donc 200 minutes, d'accord? Juste pour vous donner un point de repère, que ce soit en droit d'ailleurs ou en compta ou en mana, ça veut donc dire qu'il vous reste 200 minutes pour 20 points. Autrement dit, ça fait 10 minutes le point, d'accord? Donc autrement dit, ça vous permet de jauger tout de suite, de vous dire, j'ai 10 minutes pour faire quelque chose qui va me rapporter un point, j'ai 20 minutes pour faire quelque chose qui va me rapporter 2. Et donc pour un exercice, par exemple, comme les IFRS en UE4, qui pèsent généralement entre 2 et 3 points, ça ne doit pas dépasser la demi-heure si c'est sur 3 points. L'audit, si c'est sur 5 points, ça ne doit pas dépasser 50 minutes. Une très bonne façon, à mon sens, de gérer votre temps. D'accord? Ça, c'est une première chose. En matière de présentation, je pense qu'on vous l'a déjà dit, moi, je vous recommande systématiquement d'utiliser une page par dossier, d'accord? De bien soigneusement mettre vos noms dès le départ. Je sais que souvent, c'est la course à l'échalote à la fin. Et malheureusement, je vous rappelle que s'il n'y a pas le nom, nous, on ne se pose pas de questions. Vous avez 0. La copie est neutralisée. Et donc, vous perdrez tous les points inhérents à ces exercices-là. D'accord? Y compris s'il y avait des annexes à rendre et que vous ne les avez pas rendues nominatives. En matière de présentation maintenant, vous voyez, je rentre progressivement dans les copies. J'ai souvent des questions sur comment est-ce qu'on présente. Je me permets, moi, de rappeler comment je présente mes cours, que ce soit en management, que ce soit en finance et que ce soit en compta, sur ces trois-là, et même en MSI, d'accord, le tableau est votre ami, d'accord. Un tableau, c'est bien. Je ne prétends pas qu'il faille tout présenter sous forme de tableau au sens strict, mais quand vous avez besoin d'exprimer, par exemple, un ensemble, une comparaison, que sais-je, un traitement, c'est le cas, par exemple, quand on est en train de faire une fusion, vous savez, par exemple, pour passer du nombre de titres de l'absorbé jusqu'à la parité, voire même jusqu'à calcul de la soulte, telle l'augmentation de capital, rien ne vous empêche de faire un tableau, voilà, de haut vers le bas. Rien ne vous empêche de faire également des tableaux très simples, bilan, compte de résultats, IFRS ANC ou IFRS PCG quand vous êtes en compta audit. Et rien ne vous empêche non plus, en finance, si vous êtes sur un emprunt obligataire, de lister tous les critères de l'emprunt obligataire dans un premier temps, tous les cash flows dans un deuxième temps, dans un tableau. C'est tout de suite beaucoup plus élégant et surtout, c'est beaucoup plus pratique pour le correcteur pour vous corriger. Le droit est un petit peu à part, mais le droit n'obéit pas non plus à une logique si différente que ça. Vous avez la possibilité aussi, quand vous rédigez vos copies de droit,
à condition de respecter ce qui est attendu, hein, le fameux syllogisme, vous avez la possibilité, bien sûr, de présenter les choses de façon pas forcément toujours rédigée, de façon trop littéraire. On n'est pas sur des commentaires d'arrêt ou autre. Vous êtes en unité de droit sur laquelle on attend une réponse, voilà, comme on le ferait dans le cadre d'un conseil. D'accord? Autrement dit, vous n'êtes pas assujetti à ce que vous voyez dans les corrections qui parfois peut s'avérer particulièrement lourd, puisque les corrections servent aussi de cours. D'accord? Il y en a qui font des corrections qui sont aussi des fleuves parce que ils vous rappellent le cours, ils ont l'amabilité de le faire. Donc par conséquent, il ne faut surtout pas se fier à ce qu'on voit dans les corrections, dans les courroies, dans n'importe quelle correction, quelle qu'elle soit, puisque dans la plupart des cas, ce sont des corrections qui visent à vous apporter une connaissance supplémentaire. Ça, c'était pour faire un petit point. Je rappelle en droit d'ailleurs, passage, puisque je vais commencer un petit peu par le droit, je rappelle qu'en droit, moi je vois souvent des gens me dire oui, il faut faire le rappel des faits. Non, le rappel des faits en droit, on ne le fait pas, on n'a pas le temps. D'accord? En droit, vous avez surtout à énoncer, à bien comprendre le problème juridique, ce sur quoi déjà vous avez souvent beaucoup de difficultés, c'est comprendre le problème juridique. D'accord? Avant bien évidemment de rappeler la règle de droit et bien sûr de conclure avec le fameux en l'espèce. Je mettais en garde, pas plus tard que tout à l'heure, des étudiants sur le fait, justement, cette question juridique. La question juridique, malheureusement, elle montre très vite et en une seule question si vous avez ou non compris de quoi il s'agissait. Et très souvent, pour l'instant, en tout cas dans les exemples que j'ai eus, il arrive que ce ne soit pas le cas. Donc là où je vous recommande de faire attention, c'est, rappelez-vous que quand vous mettez cette question-là, vous mettez tout de suite, immédiatement votre jury au courant de votre maîtrise ou au contraire de votre non-maîtrise. D'accord? Donc, je serai vous, je ferai très attention à ça. Il s'agit bien évidemment de ne pas être trop, à la fois, comment est-ce que je peux dire, de trop réducteur, mais si vous voyez que la question n'est pas forcément maîtrisée, passez directement à la compréhension du problème de droit et voilà, trouvez la règle de droit et appliquez-la. D'accord? Bien sûr, la question est quand même toujours mieux venue, mais ça dépend comment vous la rédigez. OK? Ça, c'était une chose. Alors, je n'aime pas trop les pronostics en droit parce que je considère que les pronostics en droit, c'est pas très. Vu le nombre de chapitres qu'il y a, ça sert à rien de vous en faire un de pronostics en soi. Vous savez comme moi quels sont les différents points qui vont avoir le plus d'impact, le plus souvent quand on est sur le droit. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est que dans les faits, en fait, l'unité de droit, vous savez comme moi qu'il y a un noyau dur de thèmes. Le droit pénal des entreprises, donc le droit pénal spécial. Je me suis rendu compte, par exemple, voyez-vous, en matière de droit pénal, que beaucoup de fois, des étudiants n'arrivent toujours pas à faire la différence entre, par exemple, un abus de confiance et une escroquerie. Ouais, je veux dire, c'est des détails, mais pourtant, c'est du droit pénal de l'entreprise, c'est pas du droit pénal spécial fondamentalement, d'accord, mais c'est du droit pénal quand même, à connaître. Cette année, je ne vous cache pas que, effectivement, parmi les grands thèmes que vous verrez souvent, il y a l'entreprise en difficulté. Je rappelle quand même que la France connaît une vague de fermeture d'entreprises sans précédent, qui sont toutes pour la plupart liquidées en raison d'une incapacité à rembourser leurs échéances sociales qui avaient été suspendues jusque-là et à répondre bien sûr du PGE. D'accord? Les contrats et la fiscalité des groupes, vous savez comme moi que ce sont les 4 thématiques que vous devez maîtriser. Maintenant, là où on va chercher généralement dans les dernières minutes de révision, et moi c'est ce que je vous recommande de faire, c'est que une fois que vous avez bien travaillé les cas, moi je vous recommande toujours de travailler des micro-cas. Moi-même, je ne fais travailler que ça en droit. Je suis souvent travaillé que des micro-cas pour mettre les gens au diapason sur le pénal, l'entreprise en difficulté, tous les éléments généraux des contrats, contrats de distribution, j'en passe, contrats toutes les formes de contrats d'entreprise, bien sûr, la fiscalité des groupes, bien sûr, dans un environnement international aussi, le rôle des conventions, des rescrits, bref, j'en passe. Tout ça, ça fait partie vraiment des éléments importants. Et la question du financement aussi est importante. D'accord? Je rappelle aujourd'hui qu'on a des entreprises qui sont en pleine restructuration, qui ont des difficultés à se financer avec des moyens conventionnels. Donc, c'est peut-être intéressant aussi de voir ce qui existe. D'accord? Une fois de plus, ce sont des thématiques très 2023-2024. D'accord? Des entreprises en difficulté et des problématiques de financement. D'accord? Donc, on n'est pas en train de taper dans des sujets qui sont totalement décorrélés. Après, ça, une fois que vous maîtrisez la base, vous savez que vous allez avoir des questions immanquablement qui vont tomber là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les points ailleurs. Moi, ce que je vous recommande de faire tranquillement dans le temps qui vous reste, c'est pour ça que je ne fais pas ce genre de vidéo trop tôt, parce que ça sert à rien, vous avez besoin de le faire à tête reposée à la fin, c'est de passer en mode relecture. C'est-à-dire, ne réalisez pas beaucoup, prenez un seul et unique ouvrage, Duno, Fouché, ce que vous voulez. En droit, je recommande plutôt Duno que Fouché. Alors, sur les financières, je vais plutôt recommander comment ça s'appelle, le Fouché.
Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre tranquillement le livre de la première à la dernière page et puis de le passer en revue. Il ne s'agit pas de relire les concepts, il s'agit de photographier les concepts qui vous parlent en vous disant, tiens, oui, ça, je vois que je connais. Et ça, tiens, je connais un petit peu moins. Ça, tiens, ça, je vois que je l'ai moins maîtrisé. Je l'ai plus passé sous silence, etc. Bref, ce sont en tout cas des éléments que vous pouvez facilement aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et puis, peut-être parmi eux, y aura-t-il une zone d'ombre. Donc, c'est quelque chose que vous m'entendrez souvent recommander aux étudiants. D'accord. Moi, je leur recommande de faire une revue tranquillement de tout le bouquin. On repasse le bouquin un peu au crible. Et puis, si ça se trouve, vous allez tomber sur des petites notions, d'accord, que votre intelligence et votre maîtrise du sujet vont vous permettre d'aller chercher et de retenir, certainement, et qui vont vous éveiller peut-être à des choses que vous n'aviez pas. Vous soyez plutôt en mode consultation qu'en mode apprentissage. Ça ne sert absolument à rien d'apprendre à 48 heures des épreuves. D'accord. Après, bien évidemment, vous savez comme moi que tout va se passer dans le détail. D'accord. Tout va se faire dans le détail. Évidemment qu'il y a aujourd'hui des sujets, des sous-sujets, dirons-nous, des sujets moins distribués, mais en allant picorer un petit peu dans votre ouvrage, vous devriez réussir à trouver quand même, à un moment donné, un minimum de satisfaction, à vous rafraîchir la mémoire sur des sujets que vous n'avez peut-être plus vus. J'en ai par exemple qui ont parlé du pacte du travail, ils ne maîtrisaient pas le pacte du travail. J'en ai certains, on a parlé des associations, notamment, et de la non-lucrativité des activités d'association, puisque les associations sont aussi soumises à rude épreuve en ce moment. Pareil, c'était peu distribué. On sent que peu de personnes l'avaient travaillé. D'accord. Voilà, tout le monde était encore un petit peu attaché à des notions quand même assez connues. D'accord, sur la transformation des sociétés. Ça, j'ai repéré que ça passait relativement bien. Par contre, voilà, pour ce qui est du reste, je ne vois pas trop. La question des relations entre les entreprises et l'administration fiscale, elle n'est pas non plus neutre. Je rappelle quand même que les experts comptables sont confrontés à la facture électronique. En matière de relations entreprise-administration fiscale, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire mieux. D'accord. Donc, on est sur des sujets, voyez-vous, qui se rejoignent, mais une fois de plus, on n'est pas là pour faire du pronostic. On est là pour rappeler quelles sont les grandes disciplines, les grands chapitres, bien sûr, et fournir plutôt une recommandation de méthode. D'accord. Parce que pour moi, c'est surtout sur la méthode qu'on doit se retrouver, sachant que pour la plupart, vous avez à un moment donné vous avez tout intérêt à faire ça parce que ça va vraiment vous réactiver quelques petits réflexes que vous avez peut-être, je dis bien peut-être seulement perdus. D'accord. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, sur la partie droit, passons à la partie finance. Alors, la partie finance, chaque année, depuis 2 ans, en tout cas, la partie finance nous a donné un peu de fil à retordre dans la plupart des cas, mais le noyau fondamentalement de la finance n'est pas ce qui doit vous préoccuper. La finance, on sait tous à peu près comment ça va se passer. On sait qu'il peut y avoir une opération d'évaluation par les flux, les bonnes vieilles méthodes DCF, bien sûr, la gestion du risque financier avec tout ce qui est risque de taux et risque de change, qui est quand même un chapitre emblématique la partie 5 est assez emblématique du programme. D'accord. Le diagnostic financier des groupes, immanquable en ce moment, surtout avec la prédominance de l'information extra-financière, je rappelle, et la promulgation de la CSRD, la Corporate Sustainable Reporting Directive, d'accord, qui complète et remplace la DPEF, la directive sur la production de l'information extra-financière, d'accord, la performance extra-financière, pardon, excusez-moi. Donc tout ceci est parfaitement d'actualité. La question de la valeur et du risque est tout aussi intéressante et c'est effectivement quelque chose qui est souvent distribué. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien vu, les marchés financiers ont été particulièrement agressifs ces derniers temps. Ils ont été un peu instables. Ils ont tantôt couronné des sociétés, tantôt les ont fait chuter de 15%. On pense à Nvidia au passage. Les opérations de fusion-acquisition aussi, ne les oubliez pas. Parce que je rappelle quand même que la fusion-acquisition, je la vois souvent passer sous silence, la prime de contrôle, c'est quand même pas neutre, d'accord. C'est très important de maîtriser une fusion sous tous ses aspects, pas seulement comptables, mais également financiers, d'accord. La parité, l'équilibrage de la parité, ça fait partie quand même de l'intérêt de la discipline, d'accord. Et tout ça, mais tout ça, c'est le noyau, si vous voulez. Tout ça, c'est le noyau. Ça veut donc dire que vous, dans le temps que vous avez, il faut que ce soit maîtrisé. C'est-à-dire, si je vous parle de fusion, vous devez savoir ce que c'est. Si je vous parle de prime de contrôle, vous devez savoir ce que c'est. Si je vous parle de LBO, vous devez connaître aussi. D'accord. Maintenant, si on va sur les sujets un petit peu chauds, un petit peu atypiques. C'est, par exemple, c'est vrai que l'évaluation des sociétés, aujourd'hui, on a des sociétés qui se font racheter. La NCC, moi j'ai toujours constaté que dans la NCC, vous n'étiez pas suffisamment. La NCC, c'est un peu la bête noire, j'ai l'impression. Tout le monde ne la travaillait pas, pourtant c'est tellement important. D'accord. Dans la NCC, ça ne coûte rien à revoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une petite variable et pourtant c'est très important.
d'accord, de bien maîtriser au moins la NCC. Sur d'autres éléments, vous arriverez à vous rattacher un peu aux branches, d'accord. Important aussi de bien maîtriser les calculs de base. Très souvent, une actualisation en série, vous ne l'avez pas en réflexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'en UE4 sur le crédit bail, et quand on vous demandera une formule, vous n'avez pas forcément le réflexe d'écrire la formule comme il faut. Alors que pourtant, c'est important. D'accord. N'oubliez pas non plus que on traverse en ce moment une période particulière. Je vous rappelle que les taux sont montés puis sont en train de redescendre. Ça a des impacts sur le financement des sociétés. Donc on est en plein là-dedans. On est en plein dans le financement des entreprises, les emprunts obligataires. Vous voyez ce que je veux dire? Le financement des États. On pourrait vous faire étudier un emprunt obligataire sur les États, les OAT par exemple en France ou les Eurobonds par exemple en Allemagne. D'accord. Et je ne parle pas même des opérations un peu plus sophistiquées de financement qui sont surtout abordées de façon théorique dans le cours, à savoir tout ce qui est titrisation et défaisance, qui sont des concepts sur lesquels on pourrait vous demander d'être explicatif. Pourtant, ça tient 3 pages dans le bouquin. D'accord. Donc, là encore, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la partie droit. Ça ne coûte rien, vraiment rien, de prendre son bouquin et de le parcourir. Vraiment. Que ce soit le Duno, que ce soit le Fouché, parcourez-le. Voilà, juste pour vous faire, ça va vous rafraîchir quelques éléments. C'est de la lecture, on ne parle même pas de sortir la calculette, on parle de lire. On parle d'aller appréhender certaines notions qui nous sont peut-être passées par-dessus la tête. Ouais, je veux dire qu'on a peut-être un peu oublié, qu'on a vu une fois et puis qu'on n'en a pas revu par la suite. C'est souvent ça le problème. D'accord. En matière financière, une fois de plus, là aussi, voilà, le diable est dans le détail, comme je vous disais. D'accord. Très souvent, la partie extra-fi est passée sous silence. La partie, comme je vous disais, comment est-ce que je peux dire, financement, est passée sous silence aussi. D'accord. Donc, c'est important d'être en capacité d'évaluer à un moment donné pas forcément des sujets plus que d'autres. Je vous l'ai dit, je ne fais pas de pronostics. Les pronostics, ça ne sert à rien, à mon sens. Ce n'est pas ma philosophie, en tout cas, d'accepter de faire des pronostics, même si je comprends que ce soit un peu vendeur pour de nombreux sites. Il n'y a pas de souci. Mais ceci étant, par contre, j'insiste sur les thèmes, les petits thèmes parfois un peu oubliés. D'accord. Je pense aussi à la finance comportementale. La finance comportementale, ça a l'air de tout bête, mais c'est de la théorie. Vous voyez ce que je veux dire? La théorie de la finance comportementale, les biais cognitifs. Un financier, c'est pas que quelqu'un qui sait faire des calculs, c'est aussi quelqu'un qui est capable à un moment donné d'émettre un conseil. D'accord. Rappelez-vous qu'on pourrait aussi vous demander, à un moment donné, on vous donne tous les paramètres numériques d'une action ou d'un portefeuille d'actions et on vous demande, faites-nous une recommandation. C'est ça aussi, réviser son DSCG, c'est sortir des sentiers battus. Vous voyez, j'ai envoyé un bouquin à mes étudiants il n'y a pas si longtemps sur des IFRS, par exemple, et je leur ai dit, allez, faites. En sortant des sentiers battus, souvent, on est un peu percuté, puis on se dit, tiens, est-ce que j'ai vraiment tout revu comme il fallait? En UE2, c'est pareil, j'ai envoyé des fiches de révision avec que du calcul. Vous voyez, juste histoire de voir, est-ce que les fondamentaux du calcul sont compris? D'accord? Est-ce que tout le monde les a ou est-ce que tout le monde les a pas? Bon. Beaucoup étaient en train de se dire, il faut que je révise encore un petit peu. Ok. Donc, rappelez-vous les thèmes centraux et rappelez-vous les thèmes secondaires et rappelez-vous surtout d'aller sillonner un petit peu votre, comment ça s'appelle? Votre ouvrage. D'accord? Après, bon, bien évidemment, vous avez un temps limité et c'est pas la peine de vous prendre le chou, mais détendez-vous sur les 2 derniers jours, là, voire 3 éventuellement pour ceux qui passent, comment est-ce que je peux dire? Pour ceux qui passent les yeux jeudi, mais sinon, essayez de vous détendre quand même un minimum. D'accord. Pour la partie management, je vous rappelle que, bon, il n'y a quasiment aucune chance que vous échappiez à un diag stratégique, parce que c'est souvent les choix les plus distribués, ça tombe tout le temps. D'accord. Par contre, j'ai pu constater, effectivement, on peut vous demander d'analyser la stratégie, la gouvernance, les choix stratégiques. Bon, ça, c'est classique, c'est quasiment certain que ça tombera. Par contre, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont moins distribués et qui sont pourtant très importants. Notamment sur la partie contrôle de gestion déjà. Sur la partie contrôle de gestion, j'ai pu constater que même l'ouvrage en lui-même n'est pas suffisamment explicite parfois sur la partie contrôle de gestion. D'accord. Je rappelle quand même qu'il y a les prix de cession internes à maîtriser, les écarts sur masse salariale, les écarts tout court même d'une manière générale. D'accord. Et pas seulement. Il peut y avoir la méthode des coûts cibles, par exemple, une réflexion sur les coûts marginaux. D'accord. Qu'est-ce que c'est que les coûts marginaux sur le make or buy, mais de façon numérique, c'est-à-dire est-ce que je sous-traite ou est-ce que j'internalise? D'accord. Voilà, des choses de ce genre-là. Ces éléments-là peuvent tomber associés, bien sûr, à d'autres éléments intéressants. Après, vous avez des sujets souvent en mana qui sont très faiblement distribués, alors qu'ils sont pourtant très importants.
Vous avez notamment toute la partie, il y a une partie notamment qui est importante sur en la matière, c'est tout ce qui touche tout ce qui est système d'information, par exemple, pilotage de projet, etc. Où là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est totalement illimité. Mais par contre, les facteurs clés de succès pour répondre à ces questions-là en management sont, somme toute, plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra que vous parliez, par exemple, si on parle de gestion de projet, il faudra à chaque fois parler des parties prenantes, des enjeux pour les parties prenantes, d'accord, des instruments à leur disposition. Il faudra que vous soyez force de proposition. Très souvent, vous êtes un peu timide pour faire des propositions. Vous vous rattachez un peu à du court, alors que le management, c'est pas que du court. C'est du court, des mots-clés, mais c'est aussi à un moment donné une vision professionnelle. D'accord? C'est aussi un apport professionnel. Vous devez prouver que vous êtes capable d'apporter un angle un peu plus terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, comme je vous y avais invité, c'est comme en finance, en MADA, on a le droit aussi de faire des tableaux. Rappelez-vous que ça va faciliter la lecture du jury. Et rappelez-vous aussi, surtout, un point très important, c'est que ça va faciliter, indépendamment de cela d'ailleurs, ça va faciliter aussi l'expression de vos idées. Vous avez le droit de faire des graphiques si vous voulez. Vous avez le droit de faire des matrices si vous voulez. D'accord? C'est vos talents managériaux qu'on veut mesurer. D'accord? Donc, c'est pas uniquement votre capacité à réciter un cours. C'est aussi votre capacité à, voilà, j'ai une professeure en tête qui me vient en management, je l'entendais il n'y a pas si longtemps, vous voyez, parce que j'étais dans la salle, une salle à côté, j'entendais donner beaucoup d'exemples, vous voyez, je veux dire, issus de ces lectures, certainement, de ce qui se passe sur le marché. C'est comme ça qu'on peut effectivement, à un moment donné, mettre dans sa copie et prouver qu'on a une maîtrise parce qu'on a aussi un bagage intellectuel fort dans la matière. D'accord? C'est pas que du cours, c'est pas que des notions, c'est aussi à un moment donné la réalité concrète de ces notions-là. D'accord? Mais le MANA, dans l'ensemble, il y a du point à prendre. Bien évidemment, c'est mieux malgré tout qu'il reste décevant parce que chaque année, moi, je constate que les taux de réussite ne sont pas si élevés que ça pour une matière qui est souvent prise un peu, j'ai l'impression, comme la dernière roue du carrosse, alors qu'en réalité, elle ne devrait pas. C'est une matière très importante, peut-être même une des plus importantes d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est coef 1,5 aussi, à ne pas négliger. Donc voilà, attention à ça. Mais là encore, c'est plus sur la méthode que je vous recommande de vous concentrer, rebalayer quelques notions clés, quelques auteurs clés rapidement dans un petit rebalayage de dernière minute, j'ai presque envie de dire, c'est toujours aussi efficace et ça va participer, si vous voulez, à un moment donné aussi à votre, ça va vous rassurer de voir que toutes ces notions sont finalement maîtrisées. Après, on a l'UE4. L'UE4, c'est une UE un petit peu particulière parce que l'UE4, on a l'impression qu'elle est prévisible. Alors moi, j'ai tendance à vouloir dire aux étudiants, soyez un peu méfiants. L'UE4, oui, on vous dit, elle est toujours designée sur 4 dossiers. Bon, d'abord, vous n'en savez rien qu'elle sera designée sur 4 dossiers. Si ça se trouve, il y en aura un qui ne sera pas là. J'en sais rien, moi. Hein, d'accord, n'allez pas penser que c'est un pronostic. C'est voilà, j'ai pu me rendre compte en changeant le format des exercices, en changeant ce que je donnais aux étudiants, que ceux que je formais étaient parfois facilement déstabilisés dans un premier temps, en tout cas. Et malheureusement, le DSCG, c'est ça aussi. On vous déstabilise avec des choses que vous n'attendiez pas, ou alors que vous attendiez, mais dans un format différent. Pourquoi? Parce que pendant pas mal de mois, vous avez révisé tous avec les mêmes ouvrages, les mêmes sources, etc. Vous avez peut-être même refait vos exercices. Or, la réussite, ça vient aussi du fait de se mesurer à des exercices parfois un peu atypiques ou à des sujets un peu atypiques. Dans cette UE4, c'est vrai que on sait à peu près, on s'imagine qu'il va y avoir de l'audit, qu'il va y avoir les IFRS, de la conso, de la restructuration. Là encore, rappelez-vous, hein, une page par dossier, enfin une feuille par dossier. Et là, la recommandation, alors elles vont être toutes différentes les unes des autres. Moi, c'est vrai que l'audit, j'ai tendance à dire, on ne néglige pas l'audit. L'audit, c'est 5 à 6 points qui sont non négociables. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas révisé l'audit, ou alors, bon, dans ce cas-là, débrouillez-vous avec les 15 points qui vous restent si vous voulez. Ne péchez pas par orgueil en me disant que vous avez fait de l'audit dans votre carrière parce que on attend des réponses de votre part et très souvent, c'est pas parce qu'on pratique l'audit en intérim et tout ça qu'en réalité on a la connaissance de tout ce qui est potentiellement attendu. D'accord? Donc pas de péché d'orgueil là-dessus. Deuxième chose, donc pour moi on commence par l'audit. L'IFRS, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de ce que c'est. Rappelons-nous, c'est 2 points, voire 3 points max. Bon, sans faire de pronostic, j'ai une forte préférence pour la reconnaissance du revenu. Vous savez qu'il y a 2 méthodes en reconnaissance du revenu. C'est la question, par exemple, du contrat à long terme ou alors des prestations continues. Bon, il n'y a pas 100 000 choses à savoir. Il faut connaître les 5 concepts. Et puis, le fonctionnement et être capable de l'illustrer avec des exercices et des écritures. Franchement, ça se gère en 20 minutes si c'est ça. Si c'est la partie, effectivement, qui n'est pas encore tombée, comme les provisions, par exemple,
qui est un petit peu mathématique. Provision pour garantie, provision pour cadeau client, vous savez, pour programme de fidélité, comme on dit, mais également provision pour restructuration, qui est assez piégeuse, la provision pour restructuration. Hein. Tout le monde peut se gourer sur ça. Hein. D'accord? Ou provision pour. Enfin voilà. Tout ça est de nature à pouvoir tomber, parce que c'est vrai que si j'ai encore jamais tombé comme une IFRS, ça et les frais de personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, frais de personnel, elle est très technique parce qu'il y a beaucoup de choses. Entre les stock options, la participation, l'indemnité retraite, ça fait quand même beaucoup. C'est une IFRS qui serait très lourde. En tout cas, ça donnerait un exercice sur beaucoup de points s'il fallait vraiment présenter l'IFRS sur les avantages au personnel. D'accord? Mais en tout cas, les IFRS, ça se tente en deuxième. Maintenant, si vous voyez que vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas, vous ne la connaissez pas, laissez tomber, ces 2 points, on s'en fiche, on passe notre chemin, on va dépenser notre énergie sur la consolidation et sur la restructuration. Alors moi, je suis du genre plutôt à vous recommander de faire la restructuration en troisième. D'accord? Parce que la restructuration, c'est quand même des schémas qui sont relativement conventionnels, mais bon, il faut faire très attention quand même, d'accord, à ce que vous faites. J'ai pu remarquer souvent qu'il y avait beaucoup de confusion et beaucoup de négligence sur les écritures de l'absorbé. Vous avez tendance à négliger les écritures de l'absorbé, c'est impressionnant. Vous avez tendance à négliger aussi des sous-petites opérations parce que vous êtes parti du principe que c'était trop facile. Par exemple, les APA. Bon, les APA, c'est pas comme les fusions classiques. Hein. C'est presque des opérations de cession. Bon, la scission, vous devez tous être en train de vous dire que c'est tombé l'année dernière, ça ne retombera pas cette année. Ça, c'est la première chose à pas faire en DSCG, de faire ce genre de pronostic. Et puis, je trouve aussi très souvent, j'ai pu constater, pour l'avoir fait faire, qu'il y avait quelques petites négligences sur les connaissances en matière de c'est quoi les écritures d'une TUP? C'est quoi les écritures d'une fusion simplifiée? Bon, fusion simplifiée passe encore. Mais les écritures d'une TUP, bon, d'accord. Et les plus-values, qu'est-ce qu'on en fait quand on veut faire la répartition du Mali technique, par exemple? Et l'explication de ce que c'est que le Mali technique. Là encore, c'est des choses, on a l'impression que c'est compris, mais en fait, non. Vous appliquez très souvent sans forcément avoir compris précisément ce que vous appliquez. Attention à ces choses-là, ça vous permettra de les retenir. D'accord? Et vous voyez, typiquement, bon voilà, il y a la fusion-réunion, il y a une fusion-absorption, effectivement, fusion-absorption. Alors, s'il y a une participation de l'absorbé dans l'absorbante, vous savez comme moi qu'il y aura des réductions de capital, il faut savoir les gérer aussi. Bon, voilà, savoir faire un système dans sa calculatrice, d'accord? C'est toujours des petites négligences. J'ai vu des personnes qui découvraient le fonctionnement des systèmes. Faites attention, je ne ferai pas de mauvaise publicité, mais il y a une calculatrice qui peut poser problème en matière de système aussi, ou en matière de grosses équations, parce qu'elle n'a pas assez de mémoire. D'accord? Sauf que de ma part, je crois qu'elle est un peu blanche et un peu noire. Je ne dis pas, mais bon, je ne dis rien. OK? Donc voilà, donc faites bien attention. Et la conso, on peut terminer par la conso. Mais là encore, c'est pareil. La conso, vous savez, on retrouve toujours en conso même des petites surprises très souvent. Je me suis rendu compte que j'avais des étudiants qui, des fois, ne maîtrisaient pas. Ben tiens, ça donne quoi des écritures quand on est en intégration entre guillemets proportionnelle si on est en norme ANC ou en consolidation partielle si on est en norme IFRS? Ça donne quoi? Voilà, ça c'est des choses qui des fois passent comme ça. Tiens, c'est quoi les écritures quand on fait un changement de périmètre? On fait les calculs de goodwill, mais les écritures, voilà. J'en ai certains aussi qui se fient un peu trop à ce qu'ils voient sur les retraitements, les fameux retraitements. Les retraitements, ce sera peut-être qu'un point, pas la peine de perdre son latin sur les retraitements. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans certaines corrections de graphes sur les retraitements, parce qu'il y a des corrections, c'est 2 pages et demie de corrections, mais il faut arrêter, quoi. Les retraitements, ça tient sur une demi-page, un retraitement. Voilà, pas besoin de plus que ça. D'accord? Si vous prenez plus de place que ça, c'est qu'a priori, c'est pas bon. D'accord? N'hésitez pas à utiliser la méthode, vous savez, avec les 4 cadrans, hein, bilan ANC, compte de résultat ANC, bilan IFRS, compte de résultat IFRS, et en avant la musique pour l'écriture de correction. D'accord? Donc voilà, donc si vous voulez, il y a toujours des petites surprises. Voilà, on se prend à avoir des petites surprises sur le sujet. Et vous voyez, je m'en étais noté quelques-unes. Voilà, sur cette partie-ci. J'ai noté aussi, tenez, un petit élément, c'est que je me suis rendu compte que sur la question des titres de participation pour le calcul du goodwill, il y avait aussi des fois des petites confusions qui étaient faites. Est-ce qu'on les met est-ce qu'on les met pas pour le calcul du goodwill, est-ce qu'on met de la TVA? Parce que vous confondez souvent ANC et IFRS. D'accord? Alors, une fois de plus, je sais qu'il faut maîtriser les deux, même si aujourd'hui, la tendance, c'est surtout IFRS, hein, on ne va pas se mentir. D'accord? C'est IFRS. Donc voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, là aussi, à rebalayer un petit peu l'ouvrage pour aller chercher deux, trois petits trucs. Moi, je veux dire, n'hésitez pas à aller regarder quelques annales d'examen en 2017, 2018, des choses comme ça. D'accord, remontez pas trop en arrière, hein, ça sert à rien. 2013, c'était des fous furieux qui faisaient les sujets, des gentils fous furieux, mais d'accord, c'était difficile. D'accord, c'était trop difficile. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est vrai que 17, 18, 19, 20, ça peut passer, même s'il y a eu la réforme, c'est vrai.
Et d'ailleurs, en finance, d'ailleurs, je fais ce petit parallèle, j'en ai beaucoup qui me disent, moi, je ne vais pas voir les sujets avant 2019 parce qu'il y a eu la réforme. Oui, ceci étant, c'est pas parce que la disserte a sauté que le reste du programme a disparu. Il y a aussi des tas de sujets que vous pouvez faire. Et en finance, l'avantage, c'est que ça ne périme pas. La finance, c'est de la finance. Donc, de même 2008, vous pouvez les faire si vous voulez, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Ok, donc vous avez un gisement, si vous voulez, de sujets qui est quand même assez conséquent à votre disposition. Je terminerai par MSI très rapidement parce que MSI, c'est souvent un peu la mal-aimée. D'accord. Moi, ce que je recommande dans MSI, je vous rappelle que la MSI, là aussi, pareil, des graphes, des tableaux, n'hésitez pas, soyez démonstratifs et surtout, n'hésitez pas à vous faire des, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-vous une revue des termes clés sur chaque chapitre. Les termes clés. Il y a à peu près 10 termes clés, 10 termes clés par chapitre de l'UE5. Si vous maîtrisez ces 10 termes clés, ça va aller. Sachant que le l'UE, on sait à peu près comment elle est designée. Hein, d'accord. Il y aura forcément une gestion de projet. D'accord. Hein, ça, c'est quasi inévitable. Il y a forcément une gestion de projet. D'accord. Il y a forcément ensuite une réflexion sur des outils de gestion SI. D'accord. Donc, les équipes du SI, la gestion autour du SI, etc. Les personnes, les budgets, qu'est-ce que j'en passe. Et puis, il y a généralement un problème qui est assez contemporain. Alors, soit c'est de la cybersécurité parce que tout le monde s'est fait hacker cette année, soit c'est de la souveraineté numérique, par exemple, parce qu'effectivement, on a des entreprises qui sont dépendantes aujourd'hui de fournisseurs extérieurs, d'accord. Soit ça peut être effectivement des ERP à implémenter, voilà, ou un changement, par exemple, de logiciel interne avec des impacts clients. Bref, on est généralement sur des architectures d'épreuves, si vous les regardez sur les 4-5 dernières années, qui sont relativement similaires, d'accord. Mais une fois de plus, ce qui est super important, c'est voilà, de vous rappeler les mots-clés. C'est une UE qui se prête aux mots-clés. Je terminerai par un dernier point quand même sur la partie conseil pour ce DSCG. J'entends régulièrement des gens me dire, oui, moi je vais y aller quand même, j'ai terminé mon DCG, je vais passer le mana comme ça au talent, je vais passer la MSI. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a 2 yeux qui, de toute façon, doivent être passés. D'accord. C'est la 1 et la 4. Ça devrait être votre seule et presque, j'ai envie de dire, unique priorité dans un premier temps. D'accord. C'est triompher de ces 2 yeux-là. Une fois que vous les avez, même avec 8,5, 8,75, même si je vous souhaite d'avoir plus, OK, là, on peut commencer à discuter, vous et moi. Pourquoi? Parce que moi, j'en connais j'accompagne beaucoup de mémorialistes de deck, vous savez. Donc, j'ai des gens qui ont eu leur stage gelé, j'ai des gens qui ont fait appel à moi après pour le deck, mais avant qui avaient eu leur stage gelé parce qu'il leur manquait l'anglais, parce qu'il leur manquait des points, ils ont dû repasser la 4. J'en ai beaucoup qui ont dû repasser l'UE4 et l'UE1, d'accord, figurez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient 10 en mana. Parce qu'ils avaient 10 avant, c'était l'autre épreuve d'anglais, c'était une épreuve d'économie, parce qu'ils avaient 10 en MSI. Voilà, des matières qu'ils allaient passer comme ça pour s'en débarrasser et qu'ils auraient bien aimé avoir à leur disposition comme réservoir de points. Donc moi, je rappelle que quand on va en mana, c'est pas pour avoir 10. Quand on va en MSI, c'est pas pour avoir 10. Quand on va en anglais et en mémoire, c'est pas pour avoir 10 non plus. Sauf, bien sûr, s'il vous manque un 10. Alors là, il n'y a pas de problème. Je serais ravi pour vous que vous ayez 10. Mais sinon, y aller de façon prématurée juste pour se dire, tiens, je me teste, c'est une logique qui peut être effectivement celle de certaines et certains. C'est pas une bonne logique. En tout cas, pas quand on a l'expérience de l'enseignement et qu'on a déjà vu les dégâts que ça pouvait occasionner de repasser quand on a 37 ans, d'accord, une UE4. D'accord. Voilà. C'est ce qui est arrivé à une personne qui va la passer d'ailleurs cette année, je pense. Voilà, et qui est condamné à la repasser pour avoir son DSG et surtout pour finir son deck, sans quoi, bien évidemment, ce sera gelé. D'accord. Donc rappelez-vous, le deck c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. La 1 et la 4 en priorité, et le reste, réfléchissez bien. Si c'est pour pas avoir des points d'avance et vous y pointez, vous perdez un réservoir de points, un stock de points. Et ça, malheureusement, ça peut être rédhibitoire pour la suite. OK. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage. Ça a été un grand plaisir de faire cette petite vidéo de synthèse. D'accord. Une fois de plus, c'est pas un pronostic. D'accord. Il ne s'agit pas de vous donner des pronostics. Il s'agit de vous donner quelques règles, quelques tips, quelques réflexions de plus. OK. Je lancerai très prochainement avec 3DCF des cycles de formation sur à peu près une 50aine d'heures à des tarifs que j'espère les plus accessibles possibles, parce que le but, c'est vraiment que ce soit le plus accessible pour les étudiants, plus accessible que ce qui existe d'ailleurs. Et en direct, bien évidemment, avec moi comme enseignant, principalement sur les grandes UE, notamment je pense à la finance en DCG, qui est une UE assez corsée et que j'ai l'habitude d'enseigner depuis des années. Le contrôle de gestion aussi, très probablement. Voilà, je vous informerai de tout ça à partir de janvier, puisque les formations seront lancées en janvier, et en DSCG, elles seront lancées à partir du mois d'août, septembre, octobre, intensive, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, réussir sur les 4 principales UE de ce beau diplôme. Voilà, je vous dis à très vite, je vous souhaite bon courage, et on se retrouve de l'autre côté quand vous aurez votre DSCG, je vous le souhaite en tout cas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les recos en anglais et sur le mémoire. À bientôt, bye bye.